Merci d'être venus. Nous Ben, sommes merci. donc les Pipelettes du Concorde, Solène et Lucie. Donc nous visionnons les films en avant-première. Ensuite, nous faisons des critiques que nous postons sur notre site Instagram. Voilà. Donc on va commencer avec notre première question. C'est aux Beaux-Arts que vous avez découvert le travail d'Audubon, mais depuis quand avez-vous eu envie de réaliser ce documentaire? Alors, c'est au Beaux-Arts que j'ai découvert le travail d'Audubon, mais un peu par accident, parce que j'étais voir une exposition entre 2004 et 2005 qui était organisée par le Muséum d'histoire naturelle de Nantes, et qui montrait des œuvres d'Audubon, mais même avec certaines planches qui venaient des États-Unis. Donc c'est une expo assez importante. Et souvent, les étudiants aux Beaux-Arts sont quand même intéressés plutôt par l'art contemporain, hein. Et moi, j'avais gardé un goût d'enfance pour l'art ancien, un tropisme pour l'art ancien. Et en voyant l'œuvre d'Audubon, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose que moi je trouvais particulièrement émouvant. C'est qu'en fait, elle continuait de nous parler, puisqu'en fait, c'est une œuvre qui témoignait d'un ciel qui avait disparu. C'était comme une sorte d'archive du ciel d'avant l'ère industrielle. Et donc, il me semblait que cette œuvre du passé avait comme ça un prolongement, en tout cas inattendu, dans le présent, et qui dépassait en quelque sorte cette œuvre, puisqu'elle n'avait pas été faite pour témoigner de la disparition à l'origine, mais qu'elle existait aujourd'hui comme une trace, comme un vestige en fait, d'un monde disparu. Et pendant des années, cette idée a été en sommeil. Et puis, comment dire, j'ai une sorte, enfin, comme je pense beaucoup de gens, hein, l'urgence écologique, climatique s'est faite de plus en plus pressante. Et j'avais une impression parallèle en fait au travail d'Audubon que j'avais un peu laissé ensommeiller comme ça. J'avais l'impression que les disparitions animales risquaient d'appauvrir notre imaginaire. Donc c'était une sorte d'intuition comme ça. Et puis je me disais, je me suis dit à ce moment-là que par exemple la représentation animale, elle est quand même intrinsèquement liée à l'histoire de l'art, hein. Depuis le début, la grotte Chauvet, la grotte de Lascaux, enfin depuis le début, l'art et l'animal ont partie liée. Et puis, je me suis dit que tout d'un coup, que l'œuvre d'Audubon en fait, pouvait peut-être permettre de visiter cette intuition. Donc c'était quand même assez intuitif au départ. Et en fait, en m'intéressant en détail à cette œuvre, je me suis rendu compte qu'elle pouvait permettre de raconter ça. Alors à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de cette idée? Peut-être que je pourrais en faire une installation vidéo, peut-être que ça pourrait donner lieu à peut-être plusieurs écrans, chaque écran étant consacré à un oiseau disparu, etc. Et j'en ai parlé à Ariane, qui est productrice. Et Ariane m'a assez rapidement dit elle voyait plutôt un grand récit, quelque chose qui se déployait plutôt dans un format de long métrage, plutôt qu'une installation vidéo plus éclatée, plus brève. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur un film. D'accord. Et donc, vous parlez de greenwashing dans les notes dans vos notes. Est-ce que c'est la mémoire d'Audubon en tant que père oublié de l'écologie que vous cherchez à mettre en avant, ou plus la destruction de la biodiversité et l'aspect écologique, un peu des deux? C'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'en fait, Audubon, il est considéré comme un pionnier de l'écologie. Alors, c'est-à-dire quoi un pionnier de l'écologie? C'est qu'en fait, il est le premier, probablement, bon, avec toutes les nuances et parfois les précautions qu'il faut prendre, mais il semblerait que ce soit le premier à établir par écrit un lien de causalité entre la destruction d'un environnement, d'un milieu naturel, et l'extinction d'une espèce. Donc en fait, ça arrive comme ça, un petit matin, il est à cheval, il voit des pigeons migrateurs, et puis il les suit, et il arrive à une scène, il débouche sur une scène dans une vallée où des chasseurs tirent sur les pigeons migrateurs, c'est une sorte de véritable tuerie. Et en fait, en voyant cette tuerie, il se dit, ok, ces chasseurs sont en train de massacrer des pigeons, certes, mais pour qu'ils s'éteignent complètement, ils sont tellement nombreux que pour qu'ils s'éteignent complètement, il faudrait en plus que leur milieu naturel, c'est-à-dire la forêt, disparaisse, soit rasé, soit coupé. Et nous, ça paraît complètement naïf et complètement banal en fait comme remarque, puisqu'on est complètement familier en fait de cette idée d'interdépendance entre le milieu naturel et la vie en fait des individus dans ce milieu, dans ce biotope, c'est une évidence, mais en fait, c'était pas une évidence au début du 19e siècle. Et donc, il crée en fait une sorte de nouvelle manière de penser d'un milieu en harmonie, d'une espèce en harmonie avec son milieu. Et donc, Audubon, c'est un peu une œuvre, moi j'ai envie de dire, qui est indissociable en fait de l'écologie, puisqu'elle est une sorte de clé de voûte de la pensée écologique, en plus de son indéniable beauté. Donc, vous dites que l'œuvre d'Audubon est un pur objet esthétique aujourd'hui. Est-ce pour cela que vous n'avez pas centré le documentaire sur la place artistique d'Audubon
moins sur l'analyse artistique de ses œuvres, mais plus sur l'aspect écologique qui renvoie. Vous pouvez répéter la question? Est-ce que, vous dites dans vos notes que l'œuvre d'Audubon est un pur objet esthétique aujourd'hui, qu'on la connaît plus dans les musées, etc. Est-ce pour cela que vous n'avez pas centré le documentaire sur la place artistique d'Audubon dans l'histoire de l'art, par exemple, et plus sur... Moi, j'ai l'impression d'avoir essayé quand même de recentrer l'œuvre d'Audubon dans l'histoire de l'art. C'est pour ça que j'étais un peu surpris par la question, dans la mesure où, en fait, Audubon, il est extrêmement connu aux États-Unis. C'est une star. Audubon, par exemple, son nom apparaît dans les Simpsons. Donc, je pense que quand on apparaît dans les Simpsons, c'est qu'on est complètement canonisé par la pop culture. Avec Ariane, quand on faisait le tournage, on allait dans des petits villages. Je pense à Anderson, dans le Kentucky, qui est pas sur toutes les cartes. On a été dans les cabines téléphoniques regarder à un moment un annuaire, les pages jaunes, et pour voir le nombre d'entrées en fait, qu'il y avait au nombre d'Audubon. Il y en avait une quarantaine, c'était assez impressionnant. Donc il est partout dans l'espace public, comme il y a des avenues en France, Victor Hugo, si vous voulez. Audubon, il est connu au même niveau, peut-être. Les comparaisons sont toujours un peu indélicates, mais c'est presque comme Victor Hugo dans l'espace public américain. Il y a des avenues, des parcs, des places. Il est extrêmement présent aux États-Unis. Et en France, en revanche, il n'est pas reconnu comme un artiste. Donc il est assez méconnu. Il est plutôt connu comme un ornithologue. Et d'ailleurs, les œuvres d'Audubon sont conservées dans des muséums d'histoire naturelle. Elles ne sont pas dans des musées d'art. Et alors pourquoi ce n'est pas dans des musées d'art? Parce que le 19e siècle français est très riche. Il y a la peinture de Jacques-Louis David, il y a la peinture de... c'est tout le grand siècle de la peinture française, le néoclassicisme et puis le romantisme. Ça fait des galeries entières du Louvre. Donc évidemment, pour un peintre français, mais qui a fait sa carrière aux États-Unis, il y a peu de place pour être reconnu comme un grand peintre, au même titre que Delacroix, que Géricault, parce que c'est cette époque-là, c'est l'époque du romantisme. Il est considéré comme un peintre animalier, en fait. Et c'est vrai que c'est une notion, moi, que je trouve très réductrice, étant donné la beauté de son œuvre. Mais aux États-Unis, il est considéré vraiment comme un artiste. D'accord. Et on trouve son œuvre, d'ailleurs, dans les musées d'art et dans les musées nationaux. Alors, j'ai une question pour vous deux. Comment avez-vous rassemblé le financement pour réaliser ce film? On a commencé par écrire le film et obtenir des bourses pour aller faire des repérages aux États-Unis. On a rencontré différentes personnes et descendre en fait le Mississippi un peu dans les pas d'Audubon. Et grâce à ces bourses et ces repérages, on a pu écrire d'autres versions du film et convaincre peu à peu divers partenaires financiers de s'engager sur le film. Donc ça a été, comme beaucoup de documentaires, en plusieurs étapes qu'on a financé le film jusqu'à la fin du film. On n'avait pas réuni les financements et puis c'est arrivé au fur et à mesure. Moi, si je peux rajouter quelque chose, ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'en fait, le plus dur dans un film, c'est de trouver l'argent. Et je trouve qu'on ne met pas assez en avant le travail du producteur dans cette logique où le plus dur, c'est de faire campagne pour trouver l'argent, quoi. Et ce qui a été un peu compliqué, c'est qu'Audubon étant peu connu en France, il a fallu faire tout un travail de pédagogie pour faire redécouvrir l'œuvre d'Audubon à nos partenaires financiers et puis même convaincre que ça pouvait intéresser un public. Et ça tombe assez bien, non pas que ça tombe assez bien, mais maintenant, disons que la disparition des oiseaux, c'est un sujet qui intéresse avec l'urgence climatique et revoir Audubon comme un pionnier de l'écologie, c'est quelque chose qui aujourd'hui réémerge dans le débat public et dans l'espace médiatique. Mais c'était pas évident il y a 5 ans. Et vous avez eu des aides financières d'associations américaines et françaises ou plus C'est un financement 100% français. 100% français. Et on a essayé de taper à diverses portes américaines, mais Audubon étant considéré comme américain, il ne voyait pas tellement l'intérêt que des Français s'emparent de cette histoire américaine. Et il y avait déjà eu beaucoup de documentaires de télévision sur Audubon et il ne voyait pas très bien l'objet d'un long métrage. Mais maintenant qu'il est terminé, il va pouvoir peut-être exister aussi enfin aux États-Unis. Moi, j'aurais envie de rajouter que les Américains, en fait, justement, ils avaient une vision du documentaire où soit c'était un portrait, c'est-à-dire ce qu'ils font à la télévision, un portrait de légende nationale,
soit un film sur l'environnement, mais le film qu'on proposait, c'est-à-dire quelque chose qui mélange plusieurs éléments, ils ne voyaient pas très bien ce que c'était. Oui, parce qu'on tresse à la fois l'histoire de l'art, l'écologie, l'histoire de l'Amérique, et effectivement, ils ne voyaient pas très bien comment on allait mélanger ces trois dimensions en même temps qui en fait sont vraiment l'identité du film. Et pour revenir sur la question économique, on a choisi, pas que pour des questions économiques, aussi pour des questions artistiques, de faire tout le tournage à deux. Donc Jacques a pris l'image et moi j'ai pris le son. Et on a été comme ça c'était beaucoup plus spontané et beaucoup plus mobile pour pouvoir suivre le Mississippi, rencontrer les différents participants du film, les intervenants, aller à la rencontre des différentes nations indiennes. Il fallait éviter la grande équipe de tournage. Et du coup, les intervenants, vous les avez rencontrés sur place? Oui, exactement. On a passé quelques coups de fil de France pour avoir des relais sur place, et après on a rencontré tout le monde directement au fur et à mesure, avec le bouche à oreille. On parlait de notre projet, certaines personnes étaient curieuses de savoir ce qu'on voulait faire sur Audubon, et voilà, ça s'est passé comme ça. Et justement, ça n'a pas été trop compliqué d'obtenir les autorisations pour tourner aux États-Unis? Enfin, combien de temps a duré le tournage à peu près là-bas? On a tourné plusieurs fois aux États-Unis, une première fois en 2016 pendant 2-3 mois, puis après en 2018 et 2019 à chaque fois au moins pendant 1 mois. Et les autorisations de tournage, ça n'a pas été compliqué parce que les Américains adorent qu'on les filme. Et les musées adorent recevoir des équipes de tournage. Et en fait, ça a été la partie production un peu plus simple. Sauf dans les réserves indiennes. Sauf dans les réserves indiennes où là, on a mis du temps à rencontrer les bonnes personnes et à savoir comment s'introduire auprès des Amérindiens. Là, on a dû réfléchir à plusieurs moyens de les contacter. Mais le fait qu'on soit français, ça a beaucoup aidé. Enfin, je sais pas dans les réserves, ouais. Si tu veux parler de ça ou pas, enfin peut-être qu'il y a d'autres questions. Nous, il y a quelque chose qui nous a surpris, c'est pourquoi un documentaire sur les oiseaux sans oiseaux vivants? C'est un parti pris de faire un film sur les oiseaux sans oiseaux. On voulait filmer que des oiseaux en papier. Et puis, en fait, la raison, c'est que le sujet du film, c'est la disparition d'une partie de ces oiseaux, c'est la disparition. Et donc, parler de la disparition, il fallait montrer un ciel vide. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler et à filmer. Et puis, en arrivant à la Nouvelle-Orléans, en voyant que le zoo de la Nouvelle-Orléans était organisé avec des collections qui étaient acquises, enfin qui étaient subventionnées plutôt par des grands pétroliers, et qui avaient par exemple une volière Shell, une volière Total, enfin des volières qui étaient consacrées à des grands pétroliers. Là, et que le zoo s'appelait Audubon, là on s'est dit, faut que les oiseaux reviennent, quoi. Parce qu'à ce moment-là, ils pouvaient revenir parce qu'ils étaient comme des cygnes. Ils étaient, enfin, on est évidemment très conscient que ce sont des créatures vivantes, mais ils revenaient comme des cygnes à la manière des dessins d'Audubon. Mais ils sont présents au niveau du son. Dans la bande sonore, on a fait des enregistrements réels d'oiseaux, remixés avec d'autres sons d'oiseaux pour créer une bande son un peu fantomatique, mais on les entend bien. Et donc, un des thèmes est la construction des États-Unis. Et donc, selon vous, comment les Américains vont-ils prendre le parallèle que vous faites entre la disparition des oiseaux, justement, et la construction de l'État américain Il y a quelque chose qu'aux États-Unis, il a été assez difficile d'expliquer dans notre projet, c'est justement la construction de l'identité américaine, dans la mesure où en France, nous, on est quand même assez familier d'un concept historique qui s'appelle le roman national. Qu'est-ce que c'est le roman national? C'est comment à la Révolution, puis avec la Troisième République, on a essayé, puis ça a perduré par la suite et jusqu'à nos jours, on a essayé de construire un récit cohérent, une sorte de continuité de l'histoire de France, quoi, en gros. Comment on a essayé de construire, et on sait très bien que ça tient avec parfois des allumettes, la continuité historique de l'histoire de France. Et parfois, ça tient pour de bonnes raisons. Je pense à la Résistance, à l'appel du général de Gaulle, etc. Il y a des moments où en fait, la continuité de la France se déplace, où Victor Hugo, sur son île à Guernesey, il fait appel à l'histoire de France, etc. Mais aux États-Unis, cette notion de roman national, elle n'existe pas. Enfin, en tout cas, elle est intraduisible. Et donc, nous, la manière dont on a voulu expliquer que les oiseaux d'Audubon permettaient de décortiquer, de raconter une autre histoire, de dérévéler en fait la fabrication du roman national, c'est vrai que c'est quelque chose qui a rendu l'adhésion par les Américains plus compliquée. Donc la lettre à Audubon, récitée en voix off, est-elle un manifeste contre la destruction de la biodiversité?
Ou juste une passerelle entre les époques? Un peu les deux. En fait, le tutoiement à Audubon dans le film est venu assez rapidement. Parce que, en fait, par intuition, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire par élimination, on imagine mal qu'on ait écrit ce film à la première personne ou même qu'on ait évoqué Audubon à la troisième personne. Donc finalement, ce tutoiement, il était pensé plutôt comme une passerelle au départ. Puis il y avait vraiment l'idée que ces œuvres en fait, nous parlaient aujourd'hui, mais permettaient de révéler un monde. Enfin, il y a un passage en permanence entre ce monde de la découverte et ce qu'on en a fait. Le sujet du film, c'est quand même aussi ça. Enfin, c'est une forme c'est cet écart entre cette découverte de ce monde magnifique et ce qu'il est devenu en fait en peu de temps. Et du coup, justement, par rapport au choix de la voix off, comment ça s'est opéré? Est-ce que le ton est assez pessimiste? Est-ce que justement l'enjeu c'est d'alerter le spectateur avec justement ce choix de la voix off Moi, je trouve pas qu'il soit assez pessimiste. Hein. Je pense que c'est assez lucide. Enfin, la Oui, situation n'est c'est pas excellente. Hein. La météo n'est pas au beau temps, quoi. Par ailleurs, ce qu'il faut, moi, ce que j'essaie ce qui rend malgré tout positif, c'est de se dire que on est quand même dans des démocraties. Même le film est un peu critique avec les États-Unis. Bon, on a tourné pendant toute l'ère Trump et ça a effectivement un peu marqué le ton peut-être du film. En tout cas, c'était une période peut-être plus désespérante. Enfin, là, j'en sais rien, mais en tout cas, pendant l'ère Trump, on avait l'impression qu'il n'y avait rien qui était fait pour l'environnement. Et donc, ça rendait peut-être un peu plus urgent le ton du film, qui est pour autant pas un film militant au sens formel du terme. C'est un film qui milite qui défend des idées, bien sûr, mais c'est pas militant au sens de l'agite-propre, de cette forme esthétique. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une forme d'optimisme, même si le film est un peu critique à l'égard des États-Unis, parce que surtout c'était l'ère Trump, mais il y a comme une forme d'optimisme à se dire qu'aux États-Unis ou en Europe, enfin disons dans le monde occidental en général, on est encore globalement dans un espace démocratique où on peut échanger, où on peut parler comme ça sans absolument risquer quoi que ce soit, en exprimant des choses qu'on croit être la vérité. Et voilà, on ne risque pas notre vie à le faire. Il y a quand même de moins en moins d'endroits dans le monde où c'est le cas. Et ça va très vite. Hein. C'est un espace qui se réduit vite. Et donc, je crois que c'est étonnant. D'ailleurs, c'est dans les endroits du monde où on peut le plus échanger librement les opinions que les choses sur l'environnement avancent le plus. Donc, il y a quand même une sorte comment dire, de point d'embrayage, enfin, en tout cas une corrélation entre la liberté et le respect de l'environnement, pour le dire comme ça, et sur d'autres sujets. Justement, pensez-vous qu'il est important d'utiliser votre passion pour le cinéma afin de vous engager pour l'écologie, de faire passer des messages Et encore une fois, je crois que c'est assez en osmose, dans la mesure où pour moi, ce n'est pas des choses qui s'opposent. Je crois qu'en fait, l'art, si l'objectif de l'art est une certaine forme de beauté ou une certaine forme d'harmonie, ça passe forcément par la préservation du monde tel qu'il est, puisqu'on ne peut pas protéger un monde qu'on n'aime pas. Et pour que ce monde, on l'aime, il faut qu'il reste ce qu'il est. Et ce qu'il est, la beauté spontanée qu'il en émane, elle vient d'un sentiment qui nous est quand même inspiré par la nature, il me semble. Est-ce que vous avez d'autres projets de films en lien avec l'écologie? Qu'est-ce qu'on répond à ça? C'est en cours, mais on ne peut pas encore trop les dévoiler. En fait, c'est pas, on n'a pas du tout de culture du secret, mais c'est que comme les phases de développement et d'écriture, les choses bougent beaucoup. Et en fait, j'ai remarqué que souvent, quand on résume son idée comme ça rapidement, pour qu'elle plaise, pour que cette idée séduise, on est souvent contraint à l'éclairer par sa phase la plus communicationnelle, on va dire, sa plus publicitaire. Et je trouve qu'en fait, souvent, ça appauvrit les projets. Et qu'en fait, je crois que les projets qui sont dans les tuyaux, les projets qui sont en écriture, j'ai d'abord envie qu'ils soient extrêmement aboutis pour être sûr que j'ai soupesé, qu'on ait soupesé les choses pour pouvoir les présenter. Sinon, on va les présenter par leur angle le plus flatteur. Et en général, ça finit par devenir quelque chose qui domine le film. Et je crois que c'est néfaste. Mais en effet, on continue notre enquête sur la disparition. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.